Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une soi-disant volonté mystique. Une destinée, une idée qui façonna les États-Unis. Une nation qui aujourd'hui domine le monde. Le pays même s'est fondé sur le génocide des Amérindiens et enchaîne guerre après guerre depuis sa création. Sur 229 années d'existence, on compte 218 ans de guerre. Ce qui est moins connu, c'est leur manière insidieuse de justifier leurs agissements, et ce, depuis la conquête de l'Ouest. La volonté expansionniste et impérialiste des États-Unis d'Amérique n'est pas un fait récent qui date depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En effet, la déclaration d'indépendance de 1776 et la Constitution américaine de 1787 mentionnent des principes et des valeurs dont la vocation était d'être appliquée à l'ensemble de l'humanité. Cette genèse justifie alors l'idée que les États-Unis étaient dotés messianiquement d'une destinée manifeste et qu'une mission divine civilisatrice leur avait été dévolue afin de répandre leur modèle sur l'ensemble du continent, puis du monde. Ce terme de destinée manifeste apparut pour la première fois en 1844, dans un article du directeur de la Democratic Review, John O. Sullivan. Il utilisa cette expression pour décrire le caractère de droit divin de l'irréversible colonisation du continent nord-américain par les anglo-saxons de la côte Est. Il déclara « Notre destinée manifeste consiste à nous étendre sur tout le continent que nous a alloué la Providence, pour le libre développement de nos millions d'habitants qui se multiplient chaque année. » La volonté mystique d'expansion des dirigeants américains fut confortée par la doctrine Monroe en 1823. Doctrine qui sanctuarise le territoire continental, en condamnant toute intervention européenne dans les affaires des Amériques, comme celle des États-Unis dans les affaires européennes. En découle un expansionniste vers l'ouest, jusqu'au Pacifique, ce qui achèvera l'extermination des Indiens d'Amérique. Pour les colons américains, les indigènes qui refusent la civilisation doivent être éliminés par la force. Diverses tactiques sont utilisées. Mise sous tutelle dans des réserves, tactique de la terre brûlée, guerre, répression. Des généraux tels que Philip Sheridan ou William Tecumseh Sherman, nom donné au char bien connu de la Seconde Guerre mondiale, étaient favorables au génocide des Amérindiens. Après ce rapt des terres de l'Ouest américain, le Mexique fut à son tour ciblé. Dans un premier temps, les autorités américaines tentèrent d'acheter pour une poignée de dollars le Nouveau-Mexique et la Californie, qui font alors partie du Mexique. Les Mexicains ignorèrent leur offre. Des troupes américaines furent alors déployées à la frontière pour faire pression sur le gouvernement mexicain. La presse américaine conduisait une campagne anti-mexicaine très dure afin de soutenir le déclenchement de la guerre. La Democratic Review appelle à les annihiler en tant que race, et l'American Review propose également leur extermination. Suite à une violation territoriale, les Mexicains attaquèrent une patrouille américaine. La guerre put enfin débuter pour le gouvernement américain. 2 ans plus tard, la guerre se finit par le traité de Guadalupe Hidalgo, signé le 2 février 1848. Le Mexique cède aux États-Unis le Texas, la Californie, l'Utah, le Nevada, le Colorado, le Wyoming, le Nouveau-Mexique et l'Arizona, soit la moitié de leur territoire, pour 15 millions de dollars de l'époque. Quelques années plus tard, suite à leurs ouvertures sur le Pacifique, les Américains ont pu concurrencer commercialement l'Europe en Asie, et réussir grâce à la menace et à la force à obliger le Japon à s'ouvrir et signer des traités inégaux, amorçant le début de l'époque Meiji au Japon. À partir de la fin du 19e siècle, Theodore Roosevelt utilisa la destinée manifeste pour justifier l'interventionnisme des États-Unis au-delà de leur continent. Les Américains, pour annexer rapidement des territoires, commencèrent à créer des attaques contre eux-mêmes pour justifier la guerre, comme ils le font encore aujourd'hui. En février 1898, pour enlever Cuba aux Espagnols, ils font exploser un de leurs cuirassés, USS Maine, dans la rade de la Havane. Par la suite, des journaux américains inventèrent une attaque espagnole et exhortaient le gouvernement de représailles massives, ce qui déclencha la guerre hispano-américaine. Technique réutilisée 66 ans plus tard, en 1964, une attaque imaginaire contre un bâtiment de guerre américain permettra au président Lyndon Johnson d'ordonner des bombardements massifs sur le Nord-Vietnam, et donc de déclencher réellement la guerre du Vietnam. Après la fin de la guerre hispano-américaine et leur victoire, les États-Unis se feront céder les Philippines, Porto Rico et Guam, et feront de Cuba un gouvernement fantoche. Les Philippins, qui voyaient les Américains comme des alliés lors de la guerre face à l'Espagne, espérèrent leur indépendance. Les Américains refusèrent, prétextant leur destinée manifeste. Les autochtones se sentirent trahis et se soulevèrent une nouvelle fois contre leurs occupants. Commença alors la guerre américano-philippine. Terrible guerre pour la population. Certaines sources parleront de plus d'1 million de civils massacrés par l'armée américaine. Sous les ordres du général Jacob Hurd Smith, surnommé Hell Rising, le diabolique, futur criminel de guerre, et déjà formé dans des expéditions génocidaires contre les Amérindiens. Il ordonna aux Philippines le massacre des habitants de l'île de Samar, avec son célèbre « Kill everyone over 10 », traduction
tuer tous ceux de plus de 10 ans. Les soldats américains déclarèrent « Le pays ne sera pacifié que lorsque ces nègres seront tués comme les Indiens ». Un officier américain déclara à un journaliste du Public Ledger « Inutile de mâcher ces mots. On a exterminé les Indiens d'Amérique, et je crois que la plupart d'entre nous en sont fiers, ou du moins pensent que la fin justifie les moyens. Et nous ne devons avoir aucun scrupule quant à l'extermination de cette autre race qui se met en travers du chemin du progrès des Lumières. » En 1906, les combattants philippins, n'étant plus que quelques groupes éparses, acceptent une offre d'armistice du gouverneur américain. Mais ce ne fut en fait qu'une duperie. Les derniers dirigeants philippins furent pendus, et la guerre définitivement finit par la suite. En 1914, au début de la Première Guerre mondiale, les États-Unis resteront neutres. Mais en 1917, après un étrange télégramme allemand demandant aux Mexicains de les rejoindre dans la guerre face aux États-Unis, les fera sortir de leur neutralité. L'ingérence allemande dans la chasse gardée des États-Unis était de trop. La guerre fut déclarée. La guerre finie, les Américains moins durement touchés en vie humaine que leurs alliés et ennemis étaient pourtant sortis les grands vainqueurs de la guerre. Leur réserve d'or était passée de 2 930 millions de dollars en 1913 à 4 283 millions en 1919. Et l'excédent de leur exportation sur leur importation de 691 millions à 4 milliards. Somme colossale pour l'époque. Dans cette première partie du XXe siècle, l'emprise américaine sur le vieux continent se fait durablement de manière économique. L'Europe tient financièrement sur les grosses banques américaines qui ont prêté de l'argent avec intérêt pour la reconstruction. Les Américains prêtèrent massivement à l'Allemagne à partir de 1928. Les Allemands, privés de leur marché extérieur suite au traité de Versailles, vivent à peu près exclusivement sur ces prêts, qui finissent par atteindre la somme énorme de 7 milliards de dollars. L'ampleur de la dépendance européenne se fit sentir lors de la Grande Dépression américaine de 1929. Lors de cette crise économique qui toucha durement l'Europe, appauvrissant les populations, ce qui, en Allemagne déjà à genoux, facilitera la montée au pouvoir du Führer en 1933. En 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclata, redessinant l'échiquier mondial. Les Américains y trouvent toujours leur compte. De grands groupes américains, tels que Ford ou General Motors, ont produit en Allemagne du matériel utilisé dans les combats contre les Alliés, approvisionnant aussi ces derniers de grandes livraisons de matériel militaire. Des Américains finançaient les nazis. Oui, n'oubliez pas que les Américains finançaient Al-Qaïda dans les années 80, bien avant le 11 septembre, ainsi que les talibans d'Afghanistan dans les années 90. Le Japon fut lui puni économiquement pour ne pas faire le jeu des États-Unis. S'ensuit Pearl Harbor et finalement la bombe atomique, Hiroshima et Nagasaki. Lâche et immonde crime contre l'humanité. Un de plus au compteur des créateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, bien que les Alliés gagnèrent la guerre, les véritables vainqueurs sont encore les États-Unis. Il domine militairement et économiquement tous les vieux pays de l'ancien continent, qui régnaient sur le monde auparavant. Les bases américaines pullulent en Europe, tandis que le plan Marshall, qui profite de la misère européenne, finit d'achever la souveraineté européenne. Le plan Marshall, certes brillant d'un point de vue stratégique, est présenté comme un élan philanthropique américain, mais n'était rien d'autre qu'une laisse se resserrant autour du cou de leurs alliés et ennemis d'hier. En effet, au milieu du XXe siècle, la stratégie américaine n'était plus de civiliser le monde uniquement par la force, mais aussi économiquement et moralement, avec la création en 1944 de la Banque mondiale et du FMI, et en 1945 des Nations unies, et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, créée par ceux-mêmes qui ont exterminé et réduit en esclavage des peuples entiers, et qui commettent encore de nos jours des crimes d'une lâcheté et d'une cruauté inouïe. À la fin de l'URSS et la chute du mur de Berlin, les États-Unis avaient quasiment colonisé économiquement et culturellement le monde entier. Des McDonald's et autres Coca-Cola se trouvèrent dans tous les coins de la planète, de Moscou à Tokyo, en passant par Paris ou Buenos Aires. Leurs fourberies criminelles n'ont-elles jamais cessé d'exister? Après leurs mensonges sur la guerre du Vietnam, vus précédemment, les Américains réitérèrent leur vice en Irak, avec la soi-disant arme de destruction massive qu'aurait possédée Saddam Hussein. Présentée dans une fiole au Conseil des Nations Unies le 5 février 2003 par Colin Powell. Ce mensonge, aujourd'hui avoué par la CIA, aura tué des centaines de milliers de civils et déstabilisé toute la région. S'en suivit, inexorablement, d'incroyables mouvements de population vers l'Europe. La mission des États-Unis devait être de civiliser le monde, de le rendre à son image. On peut dire que leur mission messianique est réussie et leur destinée manifeste un succès. Certes, pas de manière chevaleresque et honorable, mais qui s'en préoccupe? Vous ?
evening, I came here to speak to you about Vietnam. Yeah, there could be a new world order out there. I've always believed that we were put here for a reason, that there is a path, somehow a divine plan for all of us, for each one of us. And I've also always believed that America was set apart in a special way, that it was put here between the oceans to be found by a certain kind of people based on a quality that these people had, but that they came from every corner of the world. And a country then was created by men and women who came not for gold, but mainly in search of God. They would be free people, living under the law with faith in their Maker and in their future.